Matin, je me suis levée, je suis allée au travail. Impossible de mettre un pied dans l'autre. Tout le monde à un moment a envie de taper son enfant. Je pense, j'étais qu'une mère hyper aimante. Il y a des moments où j'ai levé le poing pour la taper, mais je me suis arrêtée à la dernière minute. Chaque maladie physique, mais surtout psychique, s'inscrit dans une époque, dans un rapport au travail qui évolue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Find Yourself Show. Et aujourd'hui, je suis avec Laurie, Claire et Lise. Et nous allons parler du burn-out et notamment du burn-out qui soit professionnel ou parental parce que c'est un sujet dont on parle assez peu, qu'on banalise même parfois. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup d'injonctions et de tabous à briser. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, vous présenter? Et Laurie, je te laisse commencer. Ça marche. Donc moi, c'est Laurie. Je suis maman d'une petite fille de 3 ans et demi. J'ai bientôt un petit garçon aussi qui arrive. Et en gros, j'ai fait un burn-out pro d'abord et après un perso. Je me suis reconvertie pour devenir coach en burn-out et accompagner les mamans en gros qui sont en épuisement comme moi parce que j'ai tout testé, j'ai cherché, j'ai appris, je me suis formée et maintenant je veux vraiment les aider à retrouver une vie où on kiffe et surtout où elles ont du temps pour elles. Moi, je m'appelle Cara Perroni, j'ai 43 ans et je suis aussi maman de 2 enfants, donc un petit garçon de 6 ans et puis une ado de 16 ans. Et moi aussi, hein, j'ai fait 2 burn-out. Donc le premier, après je raconterai un peu, mais j'avais pas du tout conscience. Le deuxième, j'avais un petit peu plus conscience. C'était plus dans un contexte professionnel que je l'ai fait. Et pareil, donc depuis 4 ans, je me suis reconvertie après avoir travaillé longtemps dans le marketing, dans le coaching aussi pour accompagner des femmes à trouver un équilibre et un épanouissement professionnel. Je m'appelle Lise, j'ai 26 ans et je suis consultante psychologue du travail au sein d'un cabinet spécialisé en santé mentale au travail. Donc je suis pleinement sensibilisée sur les questions de santé et de souffrance liées à des situations professionnelles dans tout secteur d'activité confondu. Est-ce que tu peux nous dire déjà concrètement ce que c'est que le burn-out avant qu'on passe dans la partie expérience? Donc déjà, le burn-out, c'est une notion qui est assez banalisée à l'heure actuelle, c'est vrai. Ce n'est pas une maladie, qui est encore moins du coup une maladie professionnelle, contrairement à la dépression par exemple, qui est reconnue comme une maladie. Le burn-out, en fait, c'est une notion qui a apparu à la base dans les années 70 aux États-Unis, et c'est un psychiatre qui avait étudié, on va dire, l'épuisement émotionnel qui était vécu par des populations de soignants. Et en fait, il expliquait que le fait de s'occuper de personnes qui ont des problèmes de santé, d'addiction qui rechutent, etc., pouvait du coup provoquer un surinvestissement en fait émotionnel chez les soignants. Mais maintenant, on a élargi en fait la notion de burn-out à plein de professions puisque toute personne et tout secteur d'activité peuvent être concernés par le burn-out. On parle par contre plus maintenant au-delà d'un surinvestissement professionnel lié à l'intensification du travail, on va dire de conflits éthiques. Donc le fait de ne plus trouver de sens au travail, de ne plus se sentir utile. Et maintenant, le travail est vécu beaucoup plus sur un plan psychique et aussi parce que on a l'injonction de se réaliser au travail pour avoir une valeur, pour être reconnu, etc. Donc, lorsqu'on échoue entre guillemets au travail ou qu'on souffre au travail, on le vit comme un échec, alors qu'en fait, c'est pas un échec au sens littéral du terme. On peut pas véritablement rechercher le nombre de cas en France, par exemple, puisqu'on n'est pas tous d'accord déjà sur ce que c'est, contrairement à la dépression. Par contre, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées et on peut dire globalement, mais c'est à prendre encore une fois avec des pincettes, ces chiffres, que à peu près un tiers de la population française est à risque de développer un burn-out et un tiers de ce tiers-là est en risque sévère de développer un burn-out. Et c'est 2 fois plus important pour les femmes que pour les hommes. Et pour les jeunes de moins de 30 ans, pour les personnes managers et également sont immigrés, qui ne viennent pas, par exemple, qui arrivent dans un pays pour le travail et qui du coup s'adaptent à une nouvelle culture, etc., puisque vont être victimes de discrimination, etc., etc. Que surprise. Mais ok, mais là du coup c'est factualisé avec des chiffres. On va revenir sur ces notions-là un peu plus tard. Merci beaucoup Lise déjà d'avoir posé ce cadre-là. On va rentrer dans la partie un peu plus expérience, notamment avec toi Claire, mais aussi avec toi Laurie. Est-ce que Claire, tu peux commencer par nous raconter quelle était ton expérience de burn-out? J'en ai fait 2 en l'espace de 10 ans. Voilà. En plus, on parlait pas encore de burn-out à ce moment-là, donc c'est pas ce qui est ressorti. Et comme j'étais en plus dans un contexte de harcèlement, je dirais c'est plus ça qui a pris le dessus en fait et où j'ai assimilé ça à la cause de
de ce qui m'était arrivé en fait. À l'époque, on parlait plus de dépression en fait, que j'avais vraiment eu un énorme craquage après une énième humiliation, voilà, qui était celle de trop, qui a fait que du coup j'ai été arrêtée par mon médecin et puis arrêtée en fait pendant 6 mois. Et je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps en fait. Et c'est là où en fait mon corps a complètement. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé peut-être physiquement? Enfin, quels ont été les signes? Je pourrais pas te dire ce que j'ai. En fait, c'était tellement de choses en même temps. Et puis moi, je mettais juste ça sur le compte du stress et de la pression que que je vivais quoi. Donc c'est juste que voilà, encore une fois, ouais, c'est une décision managériale qui a été la goutte d'eau et où je me suis dit en fait je peux en fait j'ai pas à subir ça quoi. Donc, je vais voir mon médecin et en fait je me suis effondrée devant mon médecin et c'est là où j'ai commencé à me dire ah oui, je pense que c'est un petit peu plus fort que ce que je pensais. Et voilà, et en fait, c'est quand j'ai commencé à expliquer, verbaliser, et ça a été long, en fait, déjà de comprendre pourquoi pendant 3 ans, j'ai subi ça, en fait, tout ça. Donc, sur ça, le premier travail que j'ai fait à ce moment-là, il était plus sur comment j'ai fait pour accepter cette énorme toxicité qu'il y a au travail et la normaliser, en fait. Mais même on l'a normalisé tous avec mes collègues et tout. Enfin, c'est l'ensemble de l'environnement. Donc voilà, on se soutenait énormément. Mais en fait, voilà. Donc j'ai pas mis des mots sur le premier, ce qui fait qu'aussi j'ai cru que la solution c'était juste changer d'environnement. Du coup, pour que ça aille mieux. Alors ça a été le cas. J'ai rebondi. Ensuite, j'ai trouvé voilà une expérience vraiment en plus qui m'a vraiment fait du bien, qui m'a guéri. Qui m'a fait prendre conscience que c'était possible d'avoir des managers sains, éthiques, voilà. Ça m'a aidé à rebondir et si bien que je me sentais bien et je me suis autorisée à avoir mon deuxième enfant aussi parce que je sentais que j'avais la place pour, voilà, que ça allait être aussi bien vécu, enfin voilà mon travail. Donc beaucoup de pression je me mettais aussi par rapport au deuxième et donc je suis tombée enceinte et là, ça a coïncidé avec tout un changement au sein de l'entreprise dans laquelle j'étais, où on a été racheté. Et donc, moi, je me disais, bon, ouais, moi, je pars en congé mat, on verra bien à mon retour, avec mon nouveau chef qui me dit, de toute façon, tu pars, on sait pas quelle place t'auras à ton retour. Bon, je me suis dit, on verra bien, c'est pas grave, voilà. Et puis, en fait, ça a été 1 an et demi d'enfer sur terre parce que c'est là que j'ai commencé à voir la pression que je me mettais à moi-même, en fait, aussi. Et pas seulement celle que je subissais et je savais pas comment faire autrement. La cause, c'était pas forcément... Il y a le changement quand même, de ce que je comprends, il y avait quand même un environnement qui changeait, donc du coup qui t'a mis la pression, mais tu t'es mise la pression en plus. La pression en plus en me disant il faut que je prouve que ouais, je fasse mes preuves en fait. Fallait tout de suite que je sois opérationnelle. Fallait que je sois à la hauteur aussi. Je sentais une exigence assez extrême. Mais tout ça, tu vois, je pense que je me suis aussi dit, mais on me l'a pas dit. Donc c'est moi vraiment la pression que je me suis mise à ce moment-là. C'est intéressant et ça va parce qu'effectivement, moi, dans ma vision du burn-out, c'est vraiment souvent très l'environnement et de la pression extérieure, mais en fait, de ce que tu dis, il y a aussi une pression interne. Ouais, c'est au fracas. Oui. Toi, Laurie, ton premier burn-out pro, on va connaître que du pro pour le moment. Comment ça s'est... Qu'est-ce qui s'est passé, toi, dans ton cas de figure? Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, j'étais en conseil, je faisais beaucoup d'horaires. Je me rendais pas compte de l'impact physique ce que ça pouvait avoir. Beaucoup de pression du coup de l'environnement, de moi aussi. Et en gros, un matin, je me suis levée, je suis allée au travail et impossible de mettre un pied devant l'autre. Mais vraiment, j'essayais d'avancer, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est trop bizarre. Et donc je comprenais pas du tout ce qui se passait. Donc là, je me suis dit j'arrive au travail, je vais aller voir le médecin du travail, il y a peut-être un truc, je sais pas, une baisse de tension, n'importe. Il m'a pris ma tension et je me suis effondrée aussi. Et là, il m'a ah ouais, en larmes, et là, quand il m'a dit: «Qu'est-ce que vous avez?» J'étais là: «Ah bon, en ce moment, je pleure beaucoup», mais je me rendais même pas compte, quoi, que j'étais fatiguée, que je pleurais, que, j'avais un mec à cette époque et il me disait que j'avais changé, mais moi, tout ça, tous les signaux, je les voyais pas. Donc là, le médecin m'a gardée toute la journée du travail pour m'expliquer, que, j'étais en burn-out. Il m'a fait passer un test et là, même comme ça, pendant 1 heure et demie, j'arrivais pas à entendre ça, quoi. Donc il a dû me donner des exemples, enfin essayer plein de choses, mais c'est vraiment cette phase de déni, elle est assez lourde parce qu'au final, c'est quelque chose qui met du temps à s'installer, ça s'empire dans le temps. C'est hyper intéressant, en fait, le fait que vous deux vous ayez souligné qu'il y a à la fois des pressions extérieures et que vous mettiez la pression, puisque ça, c'est on va dire, les fondamentaux et la base de la définition du burn-out, c'est la rencontre entre un environnement qui peut être, entre guillemets, toxique, en tout cas pressurisant,
et qui va venir résonner avec des éléments d'ordre individuel, que ce soit par exemple le fait d'être perfectionniste, le fait d'avoir du mal avec l'échec, etc., etc. Et en aucun cas le burn-out c'est une faiblesse individuelle ou une maladie au sens c'est pas une maladie puisque ça signifierait en fait que on devrait être adapté au monde du travail alors qu'il n'est pas toujours adapté. Et dernier point, le burn-out aussi sera un anglicisme, donc c'est l'idée de se cramer de l'intérieur. Ça sous-entend que on a comme un incendie intérieur, donc notre batterie elle tombe à plat. Les cendres, on peut un peu les voir comme le moment où on craque, entre guillemets, le moment où on n'arrive plus à aller au travail. Et en fait, il faut comprendre que l'incendie, du coup, a démarré bien en amont. Et souvent, il y a une phase de déni, effectivement, pas toujours, mais très souvent quand même, qui dure même au moment où on essaye de nous confronter à l'idée qu'on est peut-être au-delà de nos limites, quoi. Ouais. Et du coup, avec le recul maintenant, les signes avant-coureurs, justement, l'incendie qui avait commencé avant, est-ce que vous les voyez maintenant? Moi, il y a l'irritabilité, les pleurs, la perte de contrôle. Ouais, t'énerver avec n'importe qui, n'importe quand, ou même, Travail, du coup? ah ouais, ouais. Oui, oui, tu peux avoir des sorties de route, bon, peut-être moins importantes qu'avec ton enfant, mais t'en as quand même. Et ouais, des pertes de plaisir. Enfin, il y a des choses où t'es tellement épuisé que t'arrives plus à prendre du plaisir dans ce que tu fais au quotidien. Et puis après, dans le deuxième, j'ai eu des idées noires, mais ça, je pense que c'est encore un peu plus poussé. Toi, Claire, aussi, avec le recul? Ouais, avec le recul, en fait, moi, c'est mon corps, en fait, qui s'exprimait dès que j'avais complètement déconnecté, en fait. Donc, par exemple, je vomissais avant chaque réunion, mais c'était devenu normal, en fait, c'était un rituel presque. C'est hallucinant. Ouais. Ah ouais, et ça, vraiment, à ce moment, Ah non, bah, j'étais tellement dans une spirale, en fait, mais vraiment, hein, quand je dis c'était presque une routine, enfin, et d'irritabilité et en fait, moi, pour le coup, je le montrais pas du tout au travail, mais à la maison, ouais, c'était compliqué, ouais. Je me souviens, avec une collègue, on comptait nos cernes. C'était, devenu, une blague, en fait, d'être, autant épuisé, quoi. Tout ce qui a été dit là, on le retrouve hyper fréquemment. Concernant mon expérience à proprement parler, dans mon travail, j'ai beaucoup plus rencontré des femmes qui étaient en situation de burn-out que d'hommes. Alors attention, ça signifie pas, enfin, c'est pas forcément une représentation, de la réalité. En tout cas, le fait est que ça s'est déroulé comme ça. Il y a aussi plus de facilité pour les femmes à, venir exprimer leurs émotions, donc il y a un biais à ce niveau-là. Effectivement, donc comme je vous disais, il y a la notion d'être épuisé, d'être détaché du travail, d'où aussi l'idée d'irritabilité qu'on peut retrouver dans la dépression et l'aspect, de perdre en estime de soi, de se dévaloriser, de culpabiliser etc. qui est ultra présent. Le fait de pleurer par exemple de travail et de se dire que nos collègues, finalement réagissent, pas différemment de d'habitude, ça va pas forcément révéler, une antipathie. C'est plus le fait qu'il y a cette banalisation du fait de souffrir au travail, plus aussi l'idée qu'on n'ose pas forcément aller voir l'autre parce que peut-être qu'on a peur que ça nous retombe dessus, on a peur d'être intrusif. Bah justement, on va parler de ce sujet-là, le fait que les femmes sont plus souvent sujettes au burn-out, ou en tout cas de ce concept, parce que comme tu dis, il y a quand même le biais au fait de l'expression des émotions qui rentre en jeu. Néanmoins, j'avais vu quelques chiffres, je vais en prendre juste un, une baromètre psychologique de mars 2023, étude d'Opinionway, qui disait que 49% des femmes salariées déclaraient une détresse psychologique. Comment on explique que les femmes soient quand même plus sujettes à ces épisodes d'épuisement professionnel ou personnel? Oui, effectivement, la majorité des données convergent et démontrent que les femmes sont plus touchées. Il y a plusieurs raisons. Donc déjà, avant de parler du sujet des femmes, de façon générale, hommes, femmes mélangés, il y a des personnalités, enfin, des prédispositions individuelles qui font qu'on est plus exposé au risque de burn-out. Attention, quand on rencontre un environnement pressurisant, c'est toujours la rencontre entre les deux, enfin c'est cette espèce d'équation. Donc de façon générale, les profils qui sont prédisposés, on va dire, ce sont soit des personnalités un peu obsessionnelles. Et les femmes, pourquoi elles sont plus touchées? Parce que déjà, le monde du travail, à la base, il est conçu pour l'homme. Il est adapté pour l'homme. Donc déjà, il y a ce premier élément. Ensuite, à notre époque, on fait croire, entre guillemets, aux femmes qu'elles peuvent être des mères excellentes, des professionnels excellents, qu'elles peuvent être faire du sport, qu'elles peuvent être incroyables sur tous les plans, qu'elles osent, qu'elles doivent, ce qui n'est pas vrai. Hein, enfin, c'est pas réaliste. L'homme, il peut performer au travail, entre guillemets, et ça suffit. Et ça, c'est déjà réalisable, puisqu'entre guillemets, c'est qu'un domaine. Ensuite, il y a aussi, alors là, d'un point de vue plus psychologique, des stéréotypes aussi de genre. Il y a une pression sociale qui concerne les femmes. Par exemple, dans ton éducation, on va être conditionné à être compétente, gentille, à l'écoute, disponible.
travailleuse, mais pas non plus trop ambitieuse, trop compétente, car à ce moment-là, on va commencer à déranger. Donc, trouver ce juste milieu, mais c'est complexe parce que ça te met dans un syndrome de suradaptation. Et le burn-out, c'est un syndrome de suradaptation aussi. Et si tu rajoutes à ça le fait d'être en couple, d'avoir des enfants, de t'occuper de ta maison, etc., bah, t'as toute cette charge mentale qui s'accumule et qui donc maximise le risque de s'épuiser. Je vous voyais beaucoup acquiescer toutes les deux sur perfectionnisme. Je vous voyais. C'était des trucs que vous voyez, que vous vous reconnaissez dans ce que Ouais, bah, c'est la pression, je pense, dont on parlait, qu'on se met à nous-mêmes. Mais je pense que le perfectionnisme, c'est un des trucs les plus marquants. Ça, le fait de pas savoir se mettre de limites, de pas savoir dire non aux employeurs. Enfin, moi, j'avais un gros problème avec ça. Ouais, complètement. Et puis après, il y a des choses sur la société. Effectivement, on attend énormément des femmes. Et par exemple, sur le fait d'être une bonne mère, c'est attendu. En fait, il y a pas de reconnaissance. On est une bonne mère, mais c'est limite, si on n'est pas une bonne mère, c'est pas OK. Mais être une bonne mère, c'est la base. Alors qu'être un bon père, c'est waouh! Et on va Ouais, enfin, double injonction encore, enfin, double standard entre ce qu'on attend des mères et ce qu'on attend des pères, c'est pas du tout la même chose, quoi. J'avais quelque chose en tête aussi, c'est que je voulais réussir avant 40 ans. J'avais une sorte de deadline connaissable interne. Et c'était quoi réussir pour toi? Réussir, c'est faire ma carrière en fait avant 40 ans, donc atteindre le plus haut niveau de poste possible, parce que je savais qu'après ça serait compliqué en fait. En fait, j'étais sans arrêt tiraillée aussi, tiraillée entre ma vie de maman, ma vie au travail, où c'était jamais j'étais jamais assez là pour prendre mes enfants, j'étais pas assez présente au travail, enfin, et je me sentais vraiment écartelée quoi. Et du coup jamais bien, et du coup jamais parfaite quoi. C'est ça, c'est qu'on a l'envie d'être parfaite. Plus on essaye de l'être partout, plus ça s'empire un tas de... Ouais, exactement. Et tu te culpabilises, etc., etc. Donc, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux qui te tire vers le bas, quoi. Puis il y a l'image qu'on imagine quand on est, enfin, peut-être jeune ou même pas, mais juste avant d'être maman ou en tout cas au travail, même de se dire, voilà, moi aussi, je voulais vraiment réussir. J'ai pris des postes à responsabilité très vite. Mais en fait, il y a l'image que t'as et après la réalité de la responsabilité que tu portes, que le soir tu peux ne pas dormir, que le week-end on te demande encore de faire des choses. Et derrière, si tu rajoutes à ça le fait d'être une mère et t'as aussi les attentes que tu voulais, enfin être tout le temps dans le plus, bah en fait, t'es un moment, ça peut pas, c'est pas possible. Comment les personnes qui étaient proches de vous ont accueilli ces épisodes d'épuisement, de burn-out? Comment ça s'est passé? Ma famille, mes parents, ma sœur est psy, et donc ça a aidé, et donc j'étais vraiment soutenue à ce niveau-là, mais pas, enfin vraiment. Après non, j'ai eu beaucoup de déceptions amicales. Les gens ne comprennent pas, enfin, et même moi en fait, entre le moment où on me l'a dit et le moment où j'ai vraiment compris ce qui se passait, déjà il y a une phase d'acceptation, de compréhension, parce qu'on comprend pas exactement ce que c'est quand ça nous arrive. C'est pas si simple d'aller chercher sur internet, c'est pas forcément collé à ce qu'on ressent. Je leur en voulais pas, mais je me sentais seule. Soit donc des amis auxquels on attend à ce qu'ils puissent nous soutenir, ils le font pas. Soit même se dire, je vais sortir, je vais juste penser à autre chose, et puis en fait on n'y arrive pas. Même mon conjoint, ça a été vraiment compliqué. Ouais. En fait, oui, ils m'ont soutenu, mes proches, mais j'ai compris que c'était on est seul quand même quoi. Même en se sentant soutenu, en fait, c'est un travail vraiment à faire avec soi, et c'est vrai que et surtout j'arrivais pas à comprendre, donc ça a mis beaucoup de temps en fait à tirer le fil de tout ça, de ce qui s'était joué. Et c'est pas pour rien, j'en ai fait 2, c'est que la première fois, bon, j'avais pas du tout compris ça. La deuxième fois, un petit peu plus. Et même là, en me mettant à mon compte, où je me dis: «Bon, c'est bon, je me suis débarrassée en gros, de ce qui n'allait pas», même là, j'ai commencé à en refaire alors là, j'ai vu des signes avant-coureurs, donc c'est bon. Mais comme quoi, il faut toujours être un peu vigilant sur sa propre toxicité, quoi, quelque part. Moi, ce qui m'a permis de pas retomber, enfin j'espère, parce que je suis pas encore sortie, c'est des routines, quoi. J'ai mis vraiment énormément de routines en place sur, justement pour avoir un bien-être à peu près stable dans le temps, que ce soit le sport, le sommeil, la nourriture, mais même de penser à moi, de me détacher du regard des autres et de me poser la question d'abord, est-ce que moi ça me procure du plaisir de faire ça? Et si c'est non, essayer de dire non, quoi. Mais vraiment, c'est des choses comme ça, de faire de la méditation, du yoga plus calme, d'arrêter d'être dans la performance. C'est top parce que justement, ça allait être ma question. Qu'est-ce qui permet, et aussi toi, Lise, au niveau psy, qu'est-ce qui permet en fait de se sortir de ça et de se prévenir? Parce que de ce que je comprends aussi, c'est que, en fait, de ce que je vois, c'est qu'une fois qu'on a fait un burn-out, en fait, c'est comme le Covid, genre tu peux le revoir. ça peut revenir en fait le truc. Donc En fait, la santé mentale en soi, c'est comme la santé physique, c'est un équilibre. C'est pas l'idée qu'il n'y ait pas de maladie, quoi, ou pas de difficulté, c'est juste d'avoir les ressources, et en tout cas d'être en capacité de mobiliser tes ressources pour pouvoir surmonter justement
ces difficultés. Et là, on revient avec la santé. En l'occurrence, dans le burn-out, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une rupture aussi identitaire. Comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a tout un processus en amont. Résulte une exposition prolongée au stress. Mais d'abord, c'est de l'adrénaline, puis c'est le cortisol. Et forcément, notre corps n'est pas fait pour être en permanence en état de stress chronique, puisque notamment on s'épuise. Donc il y a besoin que ce soit prise en charge, non pas qu'il y ait une faiblesse personnelle et que ce soit nous le problème, mais même si c'est pas une maladie en soi, c'est quand même un trouble adaptatif ou un trouble de suradaptation, on va dire, et on a besoin d'être pris en charge. Un vrai burn-out, ce n'est pas 2 semaines d'arrêt. Parfois, vous avez des collègues qui peuvent vous dire: «Oh là, à ce moment-là, j'étais en burn-out, bon, je me suis arrêtée 2 semaines, là, ça va beaucoup mieux». Alors, effectivement, cette personne peut être épuisée, mais si ce repos lui a été bénéfique, c'est qu'il n'en était pas un point de rupture. Le vrai burn-out, c'est des semaines, des mois, voire des années d'arrêt, et dans la majorité des cas, on ne revient pas sur sa situation professionnelle initiale. S'ensuit généralement une conversion, une transition, en tout cas des réflexions et de toute façon une prise en charge à la fois par un médecin, ça va être généralement le psychiatre qui prescrit les médicaments si besoin. Également, de toute façon, c'est préconisé d'entamer une thérapie si on est prêt, parce que parfois on n'est pas suffisamment stabilisé émotionnellement pour pouvoir entamer un travail sur soi. Et c'est très intéressant ce que tu dis, cette notion de rupture identitaire, parce qu'effectivement, en fait, j'avais jamais vu ça comme ça identifié, mais toutes les deux, vous avez une carrière avant, il y a eu le burn-out et il y a un après. Ouais, bien sûr. Pas sur le premier, je suis exactement comme toi, parce que le premier, je me suis dit que c'était l'environnement. Et je me suis pas, un tout petit peu remis en question, mais pas assez. Et c'est le deuxième où là, tu comprends que, ouais, c'est... Mais en fait, je pense que c'est surtout, quelque part, c'est une reconnexion réellement en soi, quoi, en fait. Et j'ai personnellement du mal, et je sais que je suis pas la seule, avec l'idée de maladie, puisque ça signifierait que donc je ne suis pas adaptée au monde du travail, à la société, je suis le problème. Or, chaque maladie physique, mais surtout psychique, s'inscrit dans une époque. Et si on a autant de cas de souffrance liés au travail, c'est aussi parce que on a un rapport au travail qui évolue. L'idée, c'est de ne pas pathologiser. On a tendance à pathologiser les problèmes de santé mentale au travail. Il y a toujours quelque chose qui est interne et quelque chose qui est externe. Et d'ailleurs, du coup, est-ce que tu peux nous dire aussi c'est quoi la différence avec la dépression, entre le burn-out et la dépression? Parce que à partir de quel moment on est en burn-out et à partir de quel moment c'est de la dépression réellement qui, là, est une maladie? Alors, la dépression, c'est une maladie, c'est un trouble de l'humeur. À la base, des maladies, il y a plusieurs stades. Il y a des maladies des dépressions très sévères, etc. En l'occurrence, la dépression, c'est vraiment l'idée de perdre tout intérêt et toute envie pour ce qui nous entoure. Ce n'est pas uniquement lié au travail et c'est surtout déclenché avec la notion de perte. Si je perds un travail réellement ou de façon perçue, donc je pars à la retraite, il y a une rupture, je perds la situation pro que j'avais, on peut développer une dépression. Mais la dépression peut être développée dans plein d'autres sphères hors travail. Alors que le burn-out, c'est vraiment un syndrome de crise dans le rapport, l'entretien au travail. Toi, le deuxième burn-out que tu as vécu, il était perso, enfin notamment parental. Est-ce que, et ça c'est un sujet hyper tabou concrètement? Moi, quand même, sur mon compte, j'essaye d'en parler parce qu'au final, les mères en parlent pas et je pense que, autour de moi, tout le monde à un moment a envie de taper ce main, je sais pas. Le refouettage pour la plupart des gens, mais oui, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais une mère hyper aimante, hyper calme, douce et avec énormément de patience. Et du jour au lendemain, zéro patience. Il y a des moments où j'ai levé le poing pour la taper, mais vraiment lui mettre un coup de poing, et je me suis arrêtée à la dernière minute parce qu'il y a eu un réflexe, quoi, de se dire non, je vais pas faire ça. Enfin, c'est pas possible. Le jour où j'étais là, vraiment où j'étais alertée, c'est le jour où elle s'est fait mal dans le bain. Enfin, elle a glissé toute seule, c'est pas moi. Mais j'ai vraiment eu du vrai plaisir à la voir se faire mal. Et là, je me suis dit, là, c'est absolument pas OK. Enfin, je peux pas continuer comme ça. Mais du coup, ça rend, surtout sur un enfant qui a 2 ans, c'est très difficile parce que moi, j'avais aucune patience, que c'est un moment où il faut vraiment en avoir. Donc, on était en conflit tout le temps. Donc, plus moi je m'énervais, plus elle s'énervait. Donc, ça devenait ingérable, quoi. Je voulais plus rentrer ou j'essayais le moins possible de m'énerver. Mais là, il y a pas de limite. On est à la maison, quoi. C'est pas comme au travail où il faut prendre sur soi. Là, quand je suis seule avec elle, Et puis en plus, j'imagine qu'il y a aussi le truc de, c'est ton enfant, donc elle doit t'écouter. Il y a comme peut-être un espèce d'ascendant parental. Et puis moi, je suis épuisée, donc je me dis pourquoi elle mais bon, bref. C'est très difficile, c'est beaucoup de culpabilité, beaucoup de... en plus, on s'est vu avant, donc on sait qu'on peut être autrement. Et tu sais ce qui a créé ce burn-out parental, du coup, avec ton enfant? Au final, je pense que c'est beaucoup de charge mentale. J'avais un poste à haute responsabilité, donc j'avais trop de choses à penser, trop de choses à faire. Et j'ai eu l'épuisement, eu la perte de plaisir. Et en fait, pareil, on descend comme ça. Et finalement, un jour, ça tombe, quoi.
Mais pareil, on se voit pas tomber. Donc, je pense que j'ai eu presque 1 an sans voir la descendre comme ça jusqu'au jour où j'ai vu que je retournais, quoi. Autant pour le pro, j'arrive à comprendre que tu peux, entre guillemets, en tout cas, à un moment donné, avoir une distanciation avec le travail parce que, en fait, on t'arrête. Autant quand t'es maman, on t'arrête pas. T'arrêtes pas. Bah non. Et comment on prend conscience de la situation? Comment on s'en sort? Enfin, comment ça s'est passé pour toi, en fait? Et comment tu te prémunis, entre guillemets, de pas retomber dans un épuisement maternel, entre guillemets? Je pense que c'est vraiment un épuisement. C'est c'est la même chose que le pro en réalité. J'ai arrêté de m'écouter. Quand je suis arrivée chez le médecin pour essayer de comprendre, il m'a posé des questions basiques. Vous dormez? J'ai dit non. Enfin, 2 heures par nuit. Et il était là, bah, c'est bizarre. Vous mangez? Non. Donc, et je me rendais pas compte, en fait. Donc, c'est que t'arrives à un niveau où c'est vraiment la même chose. Tu maigris, t'es en sur-régime et bon, bien sûr, le pro n'aidait pas, mais ce que j'arrivais pas à gérer, c'était les 2 ensemble avec une charge mentale qui était devenue vraiment n'importe quoi et ingérable. Sur les chiffres, c'est quand même assez marquant. Une femme, avant d'avoir des enfants, elle peut avoir 16 heures de charge domestique et mentale. Une fois qu'elle a les enfants, ça passe à 28, là où un homme passe de 10 à 11. Et donc là, je me suis dit 28 heures, c'est quand même 4 jours de travail en plus de sa semaine. Donc, si en plus on est perfectionniste, qu'on sait pas se poser des limites, qu'on veut avancer, faire tout bien, bah en fait on le fait vraiment. Donc moi en fait je travaillais le matin, le matin je m'occupais de ma fille, j'allais au travail, je rentrais, je m'occupais de ma fille, je retravaillais et après je faisais la charge mentale. Ça s'arrête jamais en fait, il y a plus de pause et en fait la seule variable d'ajustement comme ça peut pas être le travail, c'est forcément sa fille. On prend plus sur soi au travail et donc ouais franchement ça a été très dur quoi. Et du coup, je vais te poser une question qui peut être, entre guillemets, un peu sensible, mais parce que je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Enfin, en tout cas, toutes les personnes qui se disent, en fait, du coup, il y a l'accueil d'un enfant, t'es en couple. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu plus de répartition? Enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi qui n'as pas laissé la place, entre guillemets? C'est ça, enfin, c'est assez marrant parce que du coup, quand j'accompagne les mamans, on se rend compte, je leur fais faire un tableau, je leur dis déjà posez sur la table, enfin faites un tableau, vous mettez tout ce que vous faites au quotidien et aussi qui porte la charge mentale de ce qu'il faut faire parce que c'est 2 choses différentes. Vraiment. Et elles se rendent compte que finalement déjà parfois les hommes en font un peu plus que ce qu'elles pensent dans leur tête parce qu'on voit toujours ce qui va pas mais on voit moins ce qui va bien. Et surtout la deuxième étape qui est assez marquante, c'est de dire aux femmes OK, maintenant qu'est-ce que tu peux redonner à ton mari? Et là ou à ton conjoint. Et là, c'est très dur pour elles de dire bah je vais lui donner ça parce qu'il y a beaucoup du coup de perfectionnisme ou de contrôle et de se dire je vais lui donner oui, mais il va pas savoir faire, oui, mais ça sera pas fait comme moi j'aimerais que ce soit fait. Et du coup, elles ont beaucoup, beaucoup de mal à déléguer. Donc c'est pas que la raison, hein. Il y a aussi des hommes qui veulent pas faire et je dis pas le contraire. Mais je pense quand même qu'il y a une part de nous les femmes, on n'aime pas. En tout cas, moi c'est mon cas et les femmes que j'ai accompagnées, il y a eu beaucoup de ça. Je pense que c'est difficile de demander aux hommes de bouger tout seuls, quoi. Donc je me dis si on veut que ça bouge, on peut aussi essayer d'enclencher en fait le mouvement parce que oui, bien sûr, après, enfin en tout cas chez moi et dans tout ce que j'ai vu dans les autres, oui, les hommes ont du mal à se rendre compte de tout ce qu'il y a à faire, à ce que ça représente la charge mentale, ils ne comprennent pas. Enfin, moi, je connais pas un homme qui comprend ce que ça veut dire. Je pense que le fait que les hommes aient conscience, alors la majorité n'ont pas conscience, je suis d'accord, sur ce que représente la charge mentale, parce qu'il y a la charge mentale et il y a le fait de faire, c'est 2 choses différentes, comme tu l'as très bien dit. Mais du coup, ça signifierait que peut-être que le fait de savoir, ça suffit pas. Mais aussi parce que, encore une fois, on est dans une organisation sexiste de société, que cette organisation sexiste ne profite à personne. Puis je donne un exemple qui n'est pas à la mesure des difficultés que vivent les femmes, mais qu'on peut voir dans les entreprises. Des hommes qui ne vont pas oser, pour plusieurs raisons, prendre l'entièreté de leur congé paternité, de peur d'être vu ou perçu comme quelqu'un qui n'est pas compétent, qui n'est pas fiable, qui n'est pas responsable ou qui est flemmard. En tout cas, si on voit l'organisation sexiste de la société de sorte à ce que ça ne bénéficie à personne, je trouve que ça apporte plus d'éclairage en fait et de compréhension aussi de ce pourquoi en fait on en débat justement aujourd'hui quoi et pourquoi ça pose problème. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, en fait? Notamment, qu'est-ce que les femmes pourraient mettre en place pour essayer de se prémunir, du coup, du burn-out, qui pourrait potentiellement mener à une dépression aussi? Il y a des éléments qui sont communs aux femmes et aux hommes. Déjà, dans le milieu du travail en l'occurrence, d'apprendre à mieux se connaître, à poser ses limites, à identifier les signaux aussi de stress et des périodes où on peut être du coup peut-être plus vulnérable, de se dire OK, je vais lever le pied. Le burn-out, c'est aussi l'idée de désinvestir sa vie personnelle au bénéfice de sa vie professionnelle. Donc, essayer de nourrir au maximum sa sphère personnelle, que ce soit là cette famille, si on a une famille, son entourage, quel qu'il soit, ses activités extra professionnelles. Pourquoi? Parce que lorsque le jour où ça ne va plus au travail, si on n'a pas nourri une vie personnelle, entre guillemets, on n'a plus rien.
Et c'est d'autant du coup plus compliqué de rebondir, surtout quand on est une femme célibataire avec un enfant, par exemple, ça va être d'autant plus compliqué. Voilà, déjà sur le premier plan, c'est identifier ses besoins, ses limites et savoir les communiquer et les poser, ce qui est beaucoup plus difficile en tant que femme. Je tiens vraiment à le dire et je le répéterai parce que un homme, ça va être quand même plus facile pour lui communiquer ses limites. Et aussi, je dirais, de déconstruire l'idée en fait que le fait d'être vulnérable, d'exprimer ses émotions, d'exprimer son mal-être, etc., ce serait une faiblesse, alors que pas du tout, puisqu'en fait, exprimer tout ça, déjà, c'est faire preuve de conscience de soi et d'affirmation, parce que c'est oser du coup exprimer ce qui se passe en nous, ce qui n'est pas évident parce que c'est prendre le risque que l'autre ne comprenne pas et le rejette. Et également, c'est respecter l'autre, puisque quand on pose ses limites, qu'on dit non, par exemple, on signifie en fait à l'autre qu'on n'est pas dans les bonnes dispositions, qu'on n'est pas suffisamment compétent pour répondre à sa demande, et qu'on préfère répondre à sa demande dans d'autres circonstances. Donc c'est se respecter soi, mais c'est aussi du coup respecter l'autre. Donc déjà, moi je vois ces éléments-là, mais il y en a plein d'autres. Enfin, du coup, comme on disait, il y a à la fois les facteurs internes et puis les facteurs externes. Je pense que la prévention en entreprise, c'est quand même important aussi, parce que je pense, même en ayant peut-être conscience des signaux à l'époque, je pense que j'aurais pas pu non plus les détecter à ce moment-là. Donc, si l'entourage, que ce soit proche, mais même professionnel, est vraiment sensibilisé à ce sujet-là, comprend ce que ça signifie et surtout qu'on leur dise quoi faire. En fait, si ils observent justement un collègue pleure, en fait non, c'est pas normal et que voilà, c'est un peu mon souhait aussi, c'est que l'entreprise elle change de regard là-dessus, quoi. Moi, je dirais aussi que on m'a dit ça aussi dans mon cabinet de conseil en séminaire d'intégration, en arrivant parce qu'il y avait tellement c'est courant le burn-out dans ce type d'entreprise. Ils nous avaient dit: «On vous demande juste tous les 6 mois de vous demander, de vous poser la question de pourquoi vous êtes là et est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Et c'est OK pour vous». Parce qu'en fait, quand tu as plus de sens et que c'est là où tu burn et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait pas. On fait pas des points avec soi-même. Enfin, là, ce qu'on s'est dit, c'est quand on est descendu, on s'est pas vu descendre. Mais du coup, le fait de faire des points avec soi-même, de se dire, «Est-ce que je vais bien? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Est-ce que je réponds à mes besoins?» Parce qu'en fait, OK, de se dire: «Il faut répondre à ses besoins», oui, mais en fait, on oublie. C'est quelque chose qu'on peut vite oublier, et donc se dire, voilà, les besoins, déjà physiques, manger, dormir, se laver, la base, mais qui est pas toujours le cas, qui est pas forcément facile. Et après, effectivement, aller avec ses amis, avoir un besoin de reconnaissance. Il y a plein de niveaux de besoins différents à remplir et se dire où j'en suis là-dedans et est-ce que je les remplis tous en ce moment? Parce que c'est un vrai truc, je pense. De se le faire une fois tous les 2-3 mois, je pense, la base est une bonne hygiène de vie. Si c'est plus sur une pente glissante, de se dire ok, je freine un peu, je lève le pied, que ce soit pendant un jour de congé, enfin peu importe, ça plein de façons de le faire, et je prends le temps de la réflexion sur comment je me ressens. Ne pas hésiter à solliciter une aide, soit un aide-cas, un médecin ou un thérapeute, un psychologue, etc. Et pour les femmes, du coup particulièrement, surtout, de ne pas perdre confiance en soi, puisque dans le burn-out homme-femme, on a ce versant où on va commencer à perdre l'estime de soi, etc. Mais ne pas culpabiliser le moins possible, puisque en tant que femme, en fait, c'est plus compliqué de concilier tous ces rôles-là, donc c'est juste complètement normal de risquer d'être en situation d'épuisement et surtout de prendre confiance en soi, puisque là où les hommes vont oser se saisir d'opportunités, vont oser faire les choses et ne pas douter d'eux-mêmes, souvent nous on va avoir tendance en tant que femmes à pas douter et à se dire non mais je ne me sens pas prête, je ne me sens pas légitime, etc. Puis ne jamais perdre de vue que moi il faut absolument je sois croire en soi et être sérieux. Je dirais aussi quand on est dans cette situation-là vraiment d'épuisement total, c'est d'accepter de l'aide et finalement de se accepter aussi, c'est une première façon de lâcher prise, d'être en arrêt par exemple et pas de se dire, de culpabiliser d'être en arrêt, de pas avoir honte d'être en arrêt, mais que non, en fait, c'est d'oser lâcher aussi et pas hésiter en effet à aller voir son médecin, quitte à se faire arrêter en fait. Moi, ce serait de dire que, on l'a déjà dit, mais qu'on n'est pas, quand on fait un burn-out, on n'est pas quelqu'un de faible. Vraiment, 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 on n'est pas faible, on n'est pas assez, on n'est pas moins que les autres. Et au contraire, en fait, parce que je pense que c'est des gens qui, en tout cas, qui dépassent leurs limites, qui vont au-delà de ce qu'ils peuvent faire. C'est plutôt, moi, je vois ça comme des warriors qui ne savent pas s'arrêter, quoi. Donc, faut vraiment pas le voir comme ça, parce que sinon, on a énormément de culpabilité, on se remet énormément en question, on perd en estime de soi, et c'est pas bon pour la suite. Et après, évidemment, se faire aider par tous les moyens possibles. Et l'acceptation aussi, c'est la clé, je pense. Ça demande beaucoup de temps.
Et du coup, vraiment cette phase-là, il faut vraiment pas hésiter à se faire aider pour, tant qu'on n'a pas accepté, on pourra pas guérir, en fait. Du coup, on arrive à ma dernière question, la question signature. C'est quoi, pour chacune d'entre vous, c'est quoi l'empowerment? Bah, pour aller là-dessus, pour moi, en tout cas, c'est accepter que la puissance, son pouvoir, en tout cas, c'est d'être soi, de s'aligner, d'être en accord avec ses valeurs, ses rêves, ses besoins, ses limites. Et une fois qu'on est là, on peut vraiment, en gros, illuminer le monde ou éclairer et avoir un vrai impact positif sur le monde, quoi. Mais ça passe d'abord par être soi et c'est un vrai travail. C'est pas si simple que ça, en vrai. Ouais. Ouais, complètement. En fait, je trouve que c'est cette, ce basculement, cette étape un peu charnière dans la vie d'une femme où d'un coup on comprend qu'on n'a plus besoin de devoir être et qu'on est juste, voilà, soi, comme avec ses qualités, ses défauts. Enfin voilà, on est complètement et on les accepte, on les assume totalement, quoi. Tout a été dit, effectivement, c'est l'idée de reprendre le pouvoir sur soi, d'être un peu tout à cycle en puissance à prise, là, finalement, la capacité d'agir en action. Et encore une fois, je reviens sur l'idée, pour moi, qui est hyper importante à avoir en tête. Enfin, moi, c'est ce qui me drive personnellement. Là, j'enlève ma casquette de psychologue, mais justement, en tant que femme de 26 ans, j'essaye constamment, au jour le jour, quand je doute ou quand je me dis que là, peut-être, je ne mérite pas telle situation ou bien que je ne suis pas suffisamment apte ou capable de, je me rappelle que je suis une femme et que quoi qu'il arrive, même si j'étais à 100% capable, et qu'on pouvait le prouver, on ne me le dirait pas puisque je suis une femme, et donc surtout ne jamais perdre confiance en soi, et oser se saisir des opportunités. J'ai une anecdote, rien à voir, mais ça me fait penser, je pense que vous connaissez toutes Christine Lagarde, celle qui dirige la Banque centrale européenne. Au-delà des idées politiques, hein, elle, à l'époque, elle était ministre dans les années 2000 et elle avait dit publiquement, quand on lui a proposé d'être première ministre, publiquement, elle avait dit non, je me sens pas prête pour ce rôle. Et ça me fait penser à ça parce que si on propose cette opportunité à un homme, surtout en politique, je pense qu'il n'y en a aucun qui va dire je ne me sens pas capable. Il y en a beaucoup qui sont pas capables et pourtant, qui sont là quand même. Et pourtant, ils seraient pas capables. Donc pour moi, c'est de se dire là où en fait une femme ne va pas oser, où on va pas se saisir d'une opportunité, il y aura un homme qui va la saisir. Et on sait déjà que c'est pas toujours bon. Voilà. Donc en fait, ne pas douter. Voilà. Merci. Franchement, je suis très contente de finir sur ces mots et merci vraiment à toutes les trois d'avoir partagé vos expériences, vos points de vue, vos expertises sur ce sujet. Merci à toutes et à tous qui nous avez écoutés. Si vous avez vécu un épisode de burn-out, d'épuisement, de dépression même, ou que vous sentez que vous êtes un peu sur le bord, parlons-en. Les commentaires sont là pour ça. On est vraiment là, on répond pour de vrai. Et voilà, on vous dit très vite pour un prochain épisode, pardon. Bien évidemment, abonnez-vous, n'oubliez pas, et à très vite.